Bon, je vous souhaite la bienvenue pour cette session. Vous n'avez pas trop froid? La salle est fraîche, hein. Je ne vous promets pas de vous faire danser, hein. Il y a des sujets plus festifs, mais je vais plutôt essayer de vous cultiver. Donc je vais vous parler aujourd'hui des 23 familles d'instances. Alors je vous rassure, on ne va pas passer les 23 familles en revue. Le pitch était plutôt de vous dire qu'il y en a beaucoup et que faire son choix n'est pas toujours simple. Pour ma part, je suis Arthur Petitpierre, je suis SA spécialiste sur la partie HPC et Compute. HPC, c'est tout ce qui concerne la simulation numérique, le calcul numérique. Et donc mon rôle est en Europe d'accompagner nos clients sur le HPC et l'utilisation des ressources EC2 en général. Alors j'ai fait un certain nombre de choses avant. J'ai été responsable de la partie service HPC chez Atos. J'ai été responsable du support HPC chez Bull. Et dans les points rigolos, il m'arrive parfois de transporter des snowballs sur mon gros vélo cargo lorsque des partenaires en ont besoin. Alors le snowball, pour ceux que ça intéresse, c'est un de nos outils, un de nos rares devices physiques que vous verrez sortir de nos data centers. C'est une grosse boîte avec plein de disques dedans, avec maintenant quelques options qui vous permettent même de faire du calcul avec. On peut mettre des GPU dedans. N'hésitez pas à regarder pour faire des transferts de données entre vos sites et AWS. C'est un objet qui peut être fort intéressant. Pour revenir sur EC2, ce que je vous propose, c'est de commencer par une rapide introduction sur ce qu'est EC2, comment nos instances sont construites et quels avantages elles peuvent procurer. Ensuite, je vous proposerai un zoom sur quelques-unes des instances que l'on a introduites cette année, alors soit en cours d'année, soit que l'on a annoncé à reInvent. Et enfin, je vous proposerai une méthodologie de choix, comment faire lorsque je suis face à ce grand nombre d'instances pour décider laquelle va être la plus adaptée à mon besoin. Alors qu'est-ce que c'est EC2 ? EC2, ce sont des machines virtuelles qu'on vous met à disposition. Et ces instances viennent en surcouche sur un serveur matériel. On parle beaucoup de serverless, mais bon, là, tout ça, il reste dessous des serveurs physiques. Et donc, sur un serveur physique, on vient mettre une ou plusieurs machines virtuelles au-dessus d'un hyperviseur qui vient abstraire le matériel de la machine virtuelle qu'on vous met à disposition. Et ces machines virtuelles sont hébergées physiquement dans nos régions. Alors, pour vous, ça peut être la région de Paris, ça peut être la région de Dublin un peu plus distante, ou ça peut être toute région dans laquelle votre entreprise aura besoin de déployer un workload en fonction de la distance avec vos clients, le degré de latence que vous pouvez admettre vis-à-vis de la distance de ces machines. Le EC2 est un des plus anciens services d'AWS. On l'a lancé en 2007 avec un premier type d'instance. Et depuis, on a écouté les besoins de nos clients et on a multiplié le nombre de types d'instances avec des caractéristiques différentes. Certaines toutes petites pour adresser des besoins, de petits besoins, des implémentations de microservices, ce genre de choses. Certaines sont relativement importantes. On dispose d'instances jusqu'à 12 Tera de mémoire pour héberger des workloads du type SAP. Et on dispose aujourd'hui d'une très grande variété de types d'instances. Aujourd'hui, vous avez un choix à faire entre 175 types d'instances. Et encore, j'ai peut-être pas lu le blog de Jeff Barr hier, donc on en a peut-être annoncé une pendant la nuit dont je ne suis pas au courant. Et donc le choix de ces instances est, je le comprends, pas forcément une chose simple. Juste pour revenir à ce qui nous permet d'introduire facilement ces différents types d'instances, on a développé au cours des années, on a raffiné le modèle qui nous permet d'héberger des machines virtuelles. On est parti en 2007 d'un modèle assez simple basé sur l'utilisation de Xen, au-dessus duquel on a mis à disposition des machines virtuelles. Et on a fait évoluer cette plateforme de quelque chose qui était très classique au départ,
un serveur de type architecture Intel simple, de serveur bisocket avec une couche de virtualisation par-dessus, puis des VM au-dessus, un device modèle présenté avec des blocs virtuels, des cartes réseau virtuelles. Et au cours des années, on a un peu raffiné ce modèle. Et on l'a annoncé que l'année dernière à reInvent, mais ça faisait quelques années qu'on travaillait dessus. On a développé non seulement un nouvel hyperviseur, mais également une plateforme matérielle qui nous permet d'héberger cet hyperviseur. Et cet objet s'appelle Nitro. Et donc Nitro, c'est l'assemblage de briques matérielles et de briques logicielles qui nous permettent d'avoir une plateforme extrêmement versatile. Donc le premier composant qu'on a développé sur Nitro, c'est une collection de cartes matérielles, une carte qui permet de faire du stockage NVMe, une carte qui permet de vous rendre abstrait le stockage bloc de type EBS, et une carte réseau, qui sont hébergées sur des devices physiques, donc des cartes situées à l'extérieur des serveurs, complètement intégrées dans notre control plane, et que l'on peut rattacher à la demande au serveur que l'on vous met à disposition. Et en utilisant ce modèle-là, ça nous permet de rendre l'hyperviseur extrêmement fin et léger, de ne plus utiliser aucun cycle sur ces instances. On n'utilise plus aucun cycle pour administrer la machine, et tout le control plane se fait à l'extérieur. Ça amène également des avantages en termes de sécurité, parce que la surface d'attaque de l'hyperviseur devient extrêmement faible. Et toute la gestion des droits d'accès et la gestion de la sécurité, on a la capacité à l'exercer à l'extérieur sur ces cartes que l'on maîtrise complètement. Ces cartes, on a eu la capacité à les produire parce qu'on dispose dans AWS et dans Amazon en général d'une grande expertise sur le développement de chips, de processeurs, d'ASIC. Et donc ces cartes sont basées sur l'utilisation de puces qu'on a développées spécifiquement pour ces usages-là. Donc une carte qui présente les volumes EBS aux machines virtuelles, par exemple, a la capacité d'utiliser un ASIC pour faire du chiffrement à la volée des données. Donc quand vous utilisez un volume EBS chiffré, en fait ce chiffrement est fait par ces cartes dédiées et n'utilise pas de temps de cycle sur les machines virtuelles que vous utilisez, ni sur la plateforme, sur le serveur qu'on vous met à disposition. À côté de ces cartes qui sont externes à la machine, on a également développé ce qu'on appelle le Nitro Security Chip, qui est une puce que l'on place entre l'hyperviseur et l'ensemble des devices présents sur la machine que l'on peut flasher. Donc tout le BIOS et les différents firmware qui sont présents sur la machine, leur accès est verrouillé par une puce qui nous est spécifique, qui offre une API cryptographique et que l'on ne peut manipuler qu'en disposant des clés qui permettent de manipuler cette API. Ce qui nous permet de nous assurer que même dans le cas extrême où un attaquant pourrait prendre le contrôle sur l'hyperviseur, il n'aurait pas la capacité à venir modifier les firmware de nos machines. Et on le verra un petit peu plus tard, c'est aussi cette fonctionnalité-là qui nous a permis d'introduire l'année dernière nos premières instances dites métal, qui sont des instances où l'on s'est débarrassé de la couche d'hypervision et où on vous met directement à disposition sur la machine un système d'exploitation sans couche d'hypervision. Et donc une machine qui a des propriétés et des performances qui sont les mêmes que celles du bare metal. Et pour en revenir à cet hyperviseur Nitro, le grand intérêt qu'il nous amène, c'est qu'il nous permet de ne plus utiliser aucun cœur sur les machines physiques que l'on met à disposition. Il est suffisamment léger pour qu'il n'ait rien à exécuter autre que les machines virtuelles que l'on met à disposition de nos clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier, on a la capacité à vous vendre la totalité des cœurs d'une machine que l'on met à disposition, alors que hier, on réservait quelques cœurs pour nos systèmes d'hypervision, et la capacité de tout mettre à disposition nous permet de continuer à baisser nos coûts, et donc de vous les répercuter. Pour vous y retrouver un tout petit peu, pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur EC2,
sur comment analyser la dénomination de nos machines. Alors si vous allez sur la documentation AWS ou sur la console AWS, vous allez voir que tous les noms de nos machines commencent par une lettre qui indique la famille de l'instance. J'ai pris ici l'exemple d'un M5. Une machine de type M, c'est une machine assez versatile. C'est la machine moyenne qui a un peu de mémoire, mais pas beaucoup, mais il y en a aussi qui en ont moins. Un processeur rapide, mais il y en a de plus rapides, et elle convient à tous les usages moyens. Quand vous ne savez pas quoi utiliser, c'est potentiellement un bon cheval. Même si on en reparlera un peu, je vous donnerai des guidelines de choix un petit peu plus précises. Le chiffre qui vient juste après la lettre correspond à la génération de la machine. On les incrémente petit à petit. Donc il y a eu du M1, il y a eu du M2. La dernière génération est un M5 et elle est basée sur une architecture Intel de type Skylake. Et demain, quand on sortira une nouvelle instance de type Cannon Lake par exemple, eh ben on aura peut-être une instance de type M6. Derrière ce doublon d'une lettre et d'un numéro, vous retrouverez des lettres en minuscules qui indiquent des capacités additionnelles de certaines machines. J'ai pris ici l'exemple d'un M5D. Le D, dans ce cas, signifie que cette machine-là dispose de SSD locaux. Sur une machine qui n'aurait pas ce petit D, les disques sur lesquels sont hébergés le système d'exploitation ou les données qu'utilise votre instance sont des disques virtuels sur le service EBS. Les machines avec un petit D disposent de disques locaux. Vous verrez également des machines avec un petit N, qui signifie que la machine dispose d'un interconnect réseau à 100 gigabits, alors que la plupart de nos machines aujourd'hui disposent d'une connexion soit à 25, soit à 10 gigabits. Et quand je donne ces valeurs-là, c'est les valeurs qui concernent les instances les plus grandes. Lorsque l'on est sur des parties d'instances, on va avoir des valeurs qui sont un peu plus faibles. Justement, pour continuer sur les tailles d'instances, ce qui vient après le point est la taille de l'instance dans la famille. On commence tout en haut de la famille par ce qui correspond à la machine physique complète. Donc dans le cas d'un M5, on parlerait d'un M5 24X large. Le M5 24X large, on prend l'instance matérielle, donc un serveur avec 2 processeurs, et on met à disposition de nos clients la totalité des ressources. Ensuite, on va également décliner sur le même modèle des instances de plus petite taille. On va commencer par la moitié de la boîte matérielle qu'on met à disposition. La moitié, ce sera, alors sur le M5 c'est un peu tordu, on a des 12X larges qui correspondent à une socket sur cette machine-là. Donc un seul des 2 CPU que compose la plateforme matérielle sous-jacente. Et puis quand on continue à redescendre, on aura du 4X large par exemple qui correspondra à une portion de la socket. Et une question que j'ai régulièrement sur AWS, sur ce type d'instance-là, on ne fait pas d'over-provisioning. C'est-à-dire que les cœurs que l'on vous met à disposition sont les cœurs physiques sous-jacents et la machine virtuelle que l'on vous met à disposition ne se promène pas sur le matériel sous-jacent. Sauf dans un cas qui est la classe des machines de type T. Les T2 et les T3 sont des machines où on vous vend non plus des cœurs, mais on vous vend du temps de cycle. Et sur ces machines-là, effectivement, on fait de l'over-provisioning. Sur toutes les autres classes de machines, les cœurs que vous achetez vous sont dédiés. Et au-delà d'avoir une quantité de cœurs qui vous sont dédiés, on bloque physiquement la machine virtuelle sur les cœurs qui lui ont été attribués. Ce qui signifie que si vous avez des données dans le cache du processeur, vos cœurs d'exécution ne vont pas aller se promener sur le socket d'à côté. Et vous pourrez bénéficier de cette localité du cache et du fait que les données soient dans le cache. En termes de type de processeur, historiquement, on a disposé d'instances qui étaient principalement basées sur des processeurs Intel. C'était probablement un choix économique rationnel en termes à la fois de coût et de performance. En tout cas, c'est ce qui nous semblait le mieux répondre à vos besoins.
on a introduit cette année nos premières instances à base de processeurs AMD. Et donc vous disposez maintenant, sur certaines familles d'instances, les M5 par exemple, les R5 également, les T3 également, de variantes avec un petit A, qui signifie que les instances en question utilisent des processeurs AMD. Elles peuvent être extrêmement adaptées à certains de vos workloads. Elles ont des capacités qui sont en général légèrement inférieures en calcul flottant. Elles vont moins vite quand on effectue des calculs sur des nombres à virgule. En revanche, pour un grand nombre de workloads, elles sont aussi efficaces, voire elles disposent d'un petit peu plus de bande passante mémoire et peuvent satisfaire vos besoins. Et ces processeurs-là étant moins chers, on répercute nos coûts sur le prix de ces instances-là, et elles sont donc environ 10% moins chères que leurs équivalents de classe Intel. Donc sur un M5A, vous allez retrouver des caractéristiques très similaires à celles d'un M5, mais avec des processeurs AMD au lieu des processeurs Intel. On a également déployé pour la première fois cette année des instances, l'instance A1, à base de processeurs ARM. Et cas spécifique, il s'agit du premier processeur que développe Amazon et qu'Amazon met directement à disposition de ses clients. Alors vous en aviez peut-être pas conscience, mais Amazon développe déjà un grand nombre de processeurs. Pensez à lorsque vous achetez une liseuse Amazon ou une tablette Fire Amazon, il y a un certain nombre de processeurs dans ces appareils-là qui sont déjà conçus et développés par Amazon. L'instance de type A1 est la première instance EC2 que l'on met à disposition avec un processeur conçu et fabriqué par Amazon. C'est un bon choix potentiellement si vous avez des workloads qui tournent sur ARM, des outils de simulation d'applications pour mobile par exemple, ou que vous souhaitez faire vos premiers portages d'applications vers ARM pour des utilisations plus globales. C'est une instance à base d'ARM 64 bits disponible dans le cloud avec exactement les mêmes capacités que les autres instances que vous allez pouvoir retrouver dans notre gamme. Cela nous permet donc de vous mettre à disposition un très large choix de plateformes avec des instances permettant probablement de répondre à la plupart de vos besoins, de l'implémentation de microservices jusqu'à l'hébergement de SAP, en passant par du calcul numérique à l'échelle. Un grand choix de processeurs qui vous permettra de répondre le plus économiquement possible à vos besoins. Et ensuite, un certain nombre d'options qui vous permettent de moduler ce dont disposent ces machines pour les adapter à vos besoins. Je citerai par exemple Elastic Graphics, qui est la capacité de rajouter au démarrage d'une instance une carte graphique virtuelle qui vous permet de faire du rendu 3D par exemple sur des instances qui ne disposent pas déjà de carte graphique. On a également des instances qui disposent de cartes graphiques et ou de GPU qui permettent soit de faire du calcul, soit de faire du rendering 3D. Mais cette capacité particulière vous permet de, par exemple, déployer un poste de travail sur AWS sans avoir à payer le premium d'une carte graphique plus performante. En termes de manière de consommer ces instances-là, vous verrez dans notre documentation que l'on dispose de 3 grands moyens d'acheter ces instances-là. Le premier, c'est le plus classique, c'est le modèle on-demand. Vous avez besoin d'une instance, vous la démarrez, vous la payez dès la première seconde et elle vous est facturée à la seconde, à la microseconde, pardon, même. Non, pardon, à la seconde, je vais un peu vite. Elle vous est facturée à la seconde et lorsque vous arrêtez son utilisation, la facturation s'arrête. C'est aussi notre modèle le plus coûteux. Si vous savez que vous allez avoir besoin d'instances dans le long terme, on offre un second modèle, les instances réservées, qui vous permettent de vous engager dans la durée, 1 an, 3 ans, et de décider, si vous en avez la capacité, de payer ces instances avant de les utiliser. Comme vous nous donnez de la visibilité et que vous prenez un engagement, ça nous permet de baisser nos coûts. Et donc, rapporté à l'unité de temps, à l'heure,
ces instances seront moins chères que les instances de type on-demand. Et vous disposez de mécanismes qui vous permettent de passer d'une famille d'instances à une autre. Si par exemple vous avez choisi de vous engager sur 3 ans pour du M5 et que demain nous mettons à disposition les instances de type M6 avec de nouveaux processeurs, peut-être que vous en bénéficieriez et que vous souhaiteriez changer pour ces types d'instances-là. On a un modèle qui s'appelle les Reserved Instances convertibles qui vous permettent de choisir de passer à un nouveau modèle. Donc même si vous avez choisi de vous engager dans la durée, il vous reste toujours la possibilité de passer à un nouveau modèle. Et enfin, dernier modèle d'utilisation, un petit peu plus particulier, le modèle spot. Sur le modèle spot, c'est nous qui prenons de la flexibilité. Vous prenez des instances, mais on vous indique que l'on sera susceptible de vous reprendre ces instances avec une durée de notification très courte. On va vous notifier du fait que l'instance va s'arrêter et sous 2 minutes, vous pouvez essayer de checkpointer ce que vous avez la capacité de sauvegarder, mais sous 2 minutes, on va arrêter l'instance. En échange, vous allez pouvoir disposer de ces instances-là avec un coût d'utilisation beaucoup plus réduit, jusqu'à 90% de discount. Ce modèle fonctionne en vous mettant à disposition ce qu'on appelle les ressources non utilisées. C'est-à-dire que AWS déploie une certaine capacité dans ses data centers. Toutes les instances réservées sont bloquées. À partir du moment où vous avez payé des instances réservées, on s'assure qu'elles sont disponibles pour vous, que vous les utilisiez ou non. Juste au-dessus, on a les instances on-demand. Tant qu'on a de la capacité, vous allez pouvoir acheter de l'instance on-demand. Et de manière à pouvoir répondre à toutes vos demandes, ou en tout cas le maximum de vos demandes, on surprovisionne l'ensemble de nos data centers. Donc il y a toujours des instances qui sont prêtes à être utilisées mais non utilisées. Plutôt que de les laisser non utilisées au prix du on-demand, on vous propose de les utiliser à des tarifs beaucoup plus réduits, mais on se réserve le droit de les reprendre si jamais le marché du on-demand avait des besoins supplémentaires. Donc si les gens sont prêts à payer plus que vous, on va reprendre ces instances-là. C'est un modèle qui peut être très adapté pour faire du calcul sur des choses pour lesquelles vous n'avez pas de deadline et sur lesquelles vous êtes capable de reprendre en cas d'interruption. Donc pour du calcul haute performance, par exemple, dans certains cas, je sais pas, je travaille sur le design d'une carrosserie de voiture, il faut que je lance ma simulation de mécanique des fluides à la surface de cette carrosserie. Je sais que mon job de simulation va durer 4 heures, mais j'en ai besoin pour dans 3 jours. Je peux le lancer sur le marché spot. Bon, bah, s'il s'est interrompu, je le relancerai. Mais si je paye 10% du prix du on-demand, je peux me permettre de le relancer 3 fois. Je l'aurai à la fin et j'aurai payé beaucoup moins cher que le on-demand. Évidemment, tous les workloads ne sont pas adaptés à cela. Mais réfléchissez-y quand même. On a des clients dont le workload web fonctionne sur le modèle spot. À partir du moment où vos applications sont fortement découplées et qu'elles ne maintiennent pas d'état, c'est un bon candidat. Et le niveau d'économie le rend attractif. Je vous propose maintenant de zoomer sur quelques types d'instances que l'on a annoncées récemment et de vous décrire les caractéristiques de ces instances. On a introduit à reInvent le Z1D, qui est une instance à très haute fréquence, jusqu'à 4 GHz. C'est une excellente instance pour des calculs très gourmands, par exemple, ou des applications avec des licences dont les coûts seraient élevés et où vous cherchez des machines avec une densité de puissance la plus importante possible. On a introduit également le C5N. Le C5N est notre première instance avec une carte réseau à 100 gigabits. Elle a été conçue spécifiquement pour du calcul haute performance. On peut également l'utiliser pour plein d'autres choses, mais elle va être excellente dans des cas de calcul parallèle fortement couplés, entre autres dans la mesure où elle dispose également d'une latence réseau plus réduite. On va descendre à des temps de déplacement de paquets entre 2 instances dans un placement group
inférieur à ce dont on disposait avant. Introduit également cette année le P3DN. Ici, il s'agit d'une instance qui dispose de GPU NVIDIA V100, extrêmement bien adaptée pour l'entraînement de vos modèles de deep learning ou d'intelligence artificielle. Et un des défauts que vous nous aviez remonté sur le P2, c'était le fait qu'il disposait d'une bande passante qui était trop faible par rapport à la densité de calcul dont on disposait dans cette instance. On l'a pris en compte dans le design du P3DN, et donc le P3DN dispose maintenant de plus de disques locaux rapides, mais également d'une bande passante réseau très supérieure, ce qui vous permet d'amener les données suffisamment rapidement sur ce type d'instance. Venons-en maintenant à comment choisir. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet appareil? Alors cet appareil est un palpeur. J'ai un passé qui n'est pas du tout celui d'un ingénieur en informatique. J'ai un passé de mécanicien. Et dans la mécanique, on fait ce qu'on appelle de la métrologie. On mesure des états de surface, on mesure des dimensions de pièces, et on utilise ce type d'outils. Il se trouve que dans l'informatique, on a tout intérêt à effectuer la même chose. Mesurer et savoir ce que l'on fait. Pour piloter et guider vos choix d'instance, je vous engage vivement à effectuer des benchmarks, des tests de performance, à caractériser ce que vous faites et la performance dont vous avez besoin. Parce que pour guider le choix de vos instances, vous allez avoir besoin de savoir ce que font vos applications, de savoir quelles sont les choses qui les font aller vite ou qui les retiennent d'aller vite, pour trouver les instances les plus petites répondant à votre besoin. Parce un des grands axes de choix dans AWS, cela va être de choisir les instances les plus petites possibles, tout en répondant à votre besoin, de manière à dépenser le moins possible. Oui, je sais, on est une société étrange, on va vous inciter et on va vous aider à dépenser le moins possible dans AWS. Dans ce domaine-là, d'ailleurs, je vous invite à regarder le Well Architected Framework, dont un des piliers est comment vous aider à diminuer vos coûts sur AWS. Alors, l'analyse de performance et la caractérisation de vos workloads, c'est potentiellement quelque chose de complexe. Pour ceux que cela intéresse particulièrement et qui souhaiteraient creuser la question, il y a un livre que je recommande tout particulièrement, qui est le Système Performance de Brendan Gregg. Brendan Gregg est un peu une référence dans le monde de l'analyse de performance. C'est un ancien ingénieur de chez Sun qui a développé entre autres un outil appelé DTrace qui permet d'instrumenter le système d'exploitation pour analyser la performance des applications. Et c'est aujourd'hui l'ingénieur en chef de la gestion de la performance chez Netflix. Netflix, que vous connaissez certainement, est un très très gros client AWS. Et quand on déploie des workloads à leur échelle, vous vous doutez que la performance est quelque chose qui compte. Brendan Gregg fait régulièrement des interventions lors de reInvent ou lors de différentes conférences sur comment optimiser vos choix d'instances. Je vous invite à regarder ces vidéos. Elles sont excellentes. Et pour ceux qui vraiment souhaitent aller plus loin, ce livre est une mine d'informations et peut devenir votre livre de chevet pour l'analyse de la performance. Il décrit dans ce livre une méthode qu'il appelle la méthode USE, que je vous invite à tester et ou à utiliser, qui se focalise sur 3 points. La détermination de l'utilisation des ressources dans une instance, à quel niveau d'utilisation se trouve mon processeur par exemple, ou ma bande passante mémoire. Un deuxième point qui est d'aller chercher les zones de saturation. Quand je suis en dessous de 100% d'utilisation de CPU, ça veut dire qu'il me reste de la marge, je peux aller plus loin. Quand je suis à 100%, j'ai atteint un goulet d'étranglement. Je ne pourrai plus monter au-dessus. Alors, soit il me faut un processeur plus rapide, soit j'ai de l'optimisation à faire dans mon code, j'ai des choses à modifier, mais je sais qu'à cet endroit-là, je serai bloqué. Et un dernier point, l'analyse des erreurs. Si je constate des erreurs, que ce soit des erreurs liées au système, ou si mon application reporte des erreurs,
ou si une librairie me dit qu'elle a rencontré une erreur et qu'elle passe à un autre modèle d'utilisation, c'est certainement une cause de diminution de la performance. L'analyse de ces différents points va vous permettre de connaître les points d'étranglement de vos applications et de savoir de quoi elles sont dépendantes. Typiquement, une application qui va faire 100% de CPU sur une instance de type M5, dont la fréquence des CPU est à 2 Go 5, elle va probablement bénéficier, au moins en termes de performance, du passage sur une Z1D où on aurait un processeur à 4 Go. Cette démarche d'analyse, elle doit vous guider vers un point qui est de trouver l'instance qui sera la plus économique tout en servant votre besoin. Et évidemment, pour faire ce choix-là, vous allez avoir besoin de connaître vos applications. Donc d'aller chercher vos goulots d'étranglement et de voir quelles sont vos contraintes d'usage. Et pour ça, les méthodologies que j'ai évoquées juste avant pourront largement vous aider. Une fois que vous avez une idée des caractéristiques de votre utilisation, vous allez pouvoir rentrer dans ce type de diagramme de choix. Alors je suis désolé pour ceux qui sont au fond de la salle, il est peut-être un petit peu difficilement lisible, je vais le parcourir rapidement. La première question que vous allez vous poser, bon, vous avez besoin d'une instance, ça c'est l'évidence. Est-ce que vous connaissez vos contraintes ? Si vous ne les connaissez pas, retour à la case précédente, il va falloir se retrousser un petit peu les manches et comprendre quelles sont vos applications et comment elles fonctionnent et quelles sont leurs caractéristiques. Ou procéder peut-être en modèle essai-erreur, mais ça ne sera certainement pas la méthode la plus rapide. Si vous savez un petit peu comment se comportent vos applications, vous allez commencer à pouvoir dégager des familles de contraintes. Alors la famille de contraintes, je sais que mon application utilise beaucoup les processeurs. Si vous utilisez beaucoup les processeurs, dans les familles d'instances AWS, vous allez avoir intérêt à sélectionner celles qui, à la fois, disposent d'un processeur à haute fréquence et minimiser la quantité de mémoire que vous allez utiliser. Parce que plus on va mettre de mémoire dans une instance, plus vous allez la payer cher. Alors si par exemple vous avez besoin d'une haute fréquence CPU et que vous êtes capable de tenir dans moins de 4 Go de mémoire par cœur, la famille C5 sera un bon choix. Le C5N si vous avez besoin d'une forte bande passante réseau, le C5 si vous avez besoin d'une bande passante réseau plus limitée. Si vous avez besoin de plus de mémoire par cœur, ou si vous êtes encore plus sensible à la fréquence du processeur, le C5 étant un processeur à 3 GHz, vous pouvez envisager de vous tourner vers le Z1D. Le Z1D étant une instance à 4 Go, et qui sera l'instance avec le processeur le plus rapide dans la gamme d'Amazon aujourd'hui. Si votre besoin n'est pas centré sur le processeur, mais plutôt sur la mémoire, ou si vous avez besoin de plus de mémoire que vous n'en disposez dans le Z1D, vous allez vous tourner vers des instances qui vont vous amener des quantités de mémoire supérieures et des bandes passantes mémoire supérieures. Dans cette gamme-là, vous allez avoir les instances de type M5, jusqu'à 8 Go de mémoire par cœur. Ensuite, vous aurez les instances de type R. Alors, dans les deux cas, vous allez avoir le choix entre des processeurs AMD et des processeurs Intel en fonction des besoins qu'on a discutés tout à l'heure sur la capacité ou non d'aller très vite en calcul flottant. Et enfin, si vous avez besoin de plus de 16 Go de mémoire par cœur, vous allez pouvoir vous tourner vers les instances de type X. Alors, attention, dans certains cas, ces instances qui sont des instances assez coûteuses sont également des instances à 4 sockets. La distance entre les différentes parties de la mémoire dans ces machines-là, qui sont des machines fortement NUMA, est plus importante. Donc pour des cas d'usage où les différents cœurs auraient besoin d'échanger de l'information avec des zones distantes de la mémoire, les effets peuvent devenir importants. Donc utiliser une très grosse machine en termes de performance ne sera pas toujours le cas le plus évident. Par contre, si vous avez des workloads de type SAP, les machines de type X et les toutes dernières machines de type U que l'on a mis à disposition seront les bons candidats.
Si vous avez besoin de GPU, vous allez vous tourner vers la famille P dans les cas où ces GPU seront utilisés pour faire du calcul, donc par exemple de l'entraînement en deep learning ou du rendering, ça sera de bons candidats. Lorsque vous avez besoin de cartes graphiques uniquement pour faire du rendering 3D ou de la workstation, vous vous tournerez vers des instances de type G, avec des tailles plus ou moins grandes en fonction de vos besoins, jusqu'à 4 GPU par instance, et des quantités de mémoire plus ou moins élevées selon les générations. Et enfin, si vos goulots d'étranglement sont plus orientés sur la partie stockage, vous vous tournerez vers des instances qui, elles, disposent de grandes quantités de disques locaux. Alors, vous aurez des instances de type I qui disposent de disques magnétiques qui vous offriront de fortes capacités de bande passante, ou bien des instances de type I qui contiennent de grandes quantités de SSD, avec des caractéristiques qui seront excellentes en IOPS, donc très adaptées à des bases de données à forte fréquence, ce type de choses. Et enfin, si vous avez un besoin qui est pas aussi important que ce que pourra offrir la classe I, mais où vous avez quand même besoin de fortes quantités d'IOPS pour un scratch local, les instances de type M5 ou R5, mais agrémentées du petit d, seront les mêmes que celles qu'on a évoquées dans la partie mémoire, mais avec des disques locaux, qui également répondront avec des caractéristiques intéressantes en termes d'IOPS. Quelques cas spécifiques. Dans certains cas, vous pourrez être intéressé par disposer d'instances bare metal, sans hyperviseur. Peut-être parce que vous expérimentez justement sur les hyperviseurs, ou peut-être parce que vous souhaitez exécuter un système d'exploitation dans un hyperviseur pour des besoins d'analyse de sécurité, ou de développement, ou de test. Sur les instances normales, vous ne pourrez pas le faire, parce qu'on ne supporte pas ce que l'on appelle la nested virtualization, d'emboîter plusieurs machines virtuelles dans un même hyperviseur. Vous pourrez le faire, mais ça sera relativement lent. Sur les instances de type métal, vous aurez cette capacité-là. Exécuter votre propre hyperviseur. Ou si vous avez besoin de faire du profiling en accédant la totalité des compteurs hardware. Ces instances-là vous mettront à disposition la totalité des compteurs hardware. Ou si vous utilisez un logiciel dont l'éditeur vous contraint à s'exécuter sans hyperviseur. Le cas peut être présent aussi. Sur les cas où vous avez besoin de beaucoup de cœur, mais vous n'êtes pas dépendant de la performance flottante, je vous invite à essayer les instances AMD. Elles seront plus économiques et elles pourront peut-être répondre à vos besoins. Le cas ARM, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne m'attarderai pas. Et enfin, si vous souhaitez travailler avec des FPGA, c'est un besoin très spécifique, mais certains d'entre vous nous l'ont exprimé, on dispose d'instances que l'on appelle les F1, qui contiennent des FPGA Xilinx, et pour lesquels on met à disposition la totalité du kit de développement, et vous pourrez donc utiliser des FPGA dans vos workloads. Enfin, pour vos cas extrêmement spécifiques, si par exemple vous rencontrez un problème de performance que vous n'arrivez pas à résoudre ou à analyser, ou si vous souhaitez faire de la simulation numérique et que vous vous posez la question de pourquoi on ne propose pas d'interconnect de type InfiniBand, ou si vous trouvez que les machines virtuelles c'est très lent et que vous comprenez vraiment pas pourquoi on utilise ce type de choses, on vous écoute, je serai ravi de vous rencontrer. N'hésitez pas, prenez contact avec votre solution architect, éventuellement demandez à avoir rendez-vous avec un solution architect spécialiste sur EC2 et on sera ravi d'évoquer avec vous les problèmes que vous rencontrez et d'essayer de vous apporter des solutions. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent summit et n'oubliez pas de remplir notre petit sondage pour mieux qualifier les sessions pour l'année prochaine. Merci beaucoup.